Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Notre invité aujourd'hui, nous sommes condamnés à le chouchouter par la force des choses et surtout par la force des mauvaises gouvernances successives. C'est son secteur, seul ou presque son secteur, qui nous fait vivre. Avec nous, sur ce plateau, le ministre de l'Énergie. Abdelmajid Attal, bonjour. Bonjour, je suis très content de te revoir aussi, même s'il n'y a pas de thé. Écoutez, on le fumera après. En quelque sorte, retour à la maison. Une maison énergie que vous connaissez bien. Je rappelle que vous avez dirigé Sonatrach de 1997 à 2000. Alors, comment vous l'avez trouvée, la maison énergie? Dans quel état? Bon, la maison énergie, dans quel état je l'ai trouvée? En réalité, je n'ai jamais coupé les ponts avec la maison énergie. Parce que même quand je suis sorti, après un bref passage au niveau du holding, puis au niveau des ressources en eau, je me suis installé comme consultant. J'avais un cabinet, je travaillais dans le secteur privé en quelque sorte. Donc j'étais constamment en contact avec le secteur de l'énergie. Le problème, la maison énergie, je l'ai retrouvée dans un état plus ou moins dégradé, surtout au point de vue efficacité, au point de vue renouvellement des réserves. Au point de vue, c'est-à-dire que la pression sur la maison énergie a augmenté. Vous venez de le dire, c'est l'énergie qui fait vivre le pays. C'est ça le problème. Dans les années 90 et même avant, c'était toujours 95-98% de la rente pour faire vivre le pays. Ben, en 2020, c'est toujours pareil, si ce n'est pas pire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le matin, en vous réveillant et en vous rasant, je suppose que vous avez une oreille en alerte sur un chiffre, les cours du brut. Le baril. Oui. Il faut qu'il soit à combien, sur combien de temps, pour que nous puissions nous sentir un peu rassurés ici en Algérie? Bah, en ce moment, hier, il était à 46,80. Aujourd'hui, ce matin, il a un tout petit peu baissé, mais disons qu'il est autour de 46, ce qui est une bonne performance par rapport au mois passé et par rapport à la conjoncture mondiale. On a gagné pratiquement 2,5 $ au cours du mois de juillet, grâce aux efforts faits par l'OPEP, il faut le reconnaître. Hein. Et dans ce rôle, je tiens à souligner particulièrement le rôle de l'Arabie Saoudite et de la Russie qui ont fait un effort extraordinaire en réduisant la plus grosse part. Donc, avec ce prix-là, si on se maintient dans la situation actuelle, on va terminer l'année avec une moyenne du baril nettement supérieure à peut-être 42-43 $ le baril. Bon, ça va permettre quand même d'équilibrer le budget qui a été fait à 30 $. Il faut pas. Maintenant, mais nous, en réalité, on a besoin d'un minimum de 60 $. 60 $. Il nous faut absolument minimum 60 $. Sur une période de... Sur une période, c'est-à-dire 60 $ sur une période de pratiquement de 2 ans. Si on arrive à avoir 60 $ sur une période de 2 ans, je suppose qu'avec tous les efforts qui sont faits par ailleurs, on va peut-être en parler, par exemple pour l'agriculture, l'investissement, etc., l'énergie pour la production de valeur, d'emplois, etc., etc., c'est ça qui va sauver le pays, ce n'est pas la rente. D'ailleurs, le président l'a annoncé, il faut absolument que la rente baisse de 20%. Hein, c'est-à-dire baisser de 98 comme ça l'est actuellement à 80%, à 80% et faire de la valeur dans les autres secteurs, agriculture, industrie, services. C'est ça qui va sauver le pays. Mais pour l'heure, on est sur cette équation casse-tête. La consommation interne augmente et nos capacités d'exploration et d'exportation ne suivent pas forcément. On fait quoi? Je rappelle que vous avez été patron de la division exploration à Sonatrach de 1986 à 1997. J'ai démarré aussi en tant qu'ingénieur à l'exploration en 1971. Je ne suis pas remonté aussi loin, mais vous êtes un enfant de la boîte. Le 24 février 1971, je l'ai vécu. De l'intérieur. Tout de suite après, je suis rentré à Sonatrach. Donc, comment on fait aujourd'hui? Comment on fait aujourd'hui? Bon, l'essentiel, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça que la loi 1913, la nouvelle loi, a été pratiquement votée l'année passée, sauf qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ça fait partie des retards d'ailleurs. La loi est prête, mais les textes d'application, 43 textes d'application qui ne sont pas prêts.
Et ça, on est en train de Petite mettre parenthèse, le paquet. monsieur le ministre, vous êtes le 3e ministre qui évoque ce problème, mais ça ne concerne pas simplement l'énergie, c'est presque un problème, j'allais presque dire d'ordre bureaucratique. Les textes d'application. Des textes Ah d'application. oui, tout à fait. C'est vraiment une tare, hein, il faut le dire. En principe, les textes, on doit les préparer avant, c'est-à-dire au même temps que la loi. Pas tout à fait, parce que la loi peut être amendée au niveau du Parlement, et à ce moment-là, il ne faut pas que les textes soient en contradiction. Mais au moins les grandes lignes, et à ce moment-là, dès que la loi est votée, on les met à jour dans le mois qui suit, ou dans les 2 mois, disons, maximum, par exemple, parce qu'il y a une lenteur administrative, parce qu'il faut passer au secrétariat général du gouvernement, conseil des ministres, etc., etc. Mais là, je suis désolé, ça fait 10 mois, eh bien, il n'y a aucun texte qui est prêt. Enfin, aucun texte publié, je le souligne. Mais là, je vous dis, depuis que je suis entré au ministère de l'Énergie, c'était ma priorité numéro 1. J'ai mis en place un groupe de personnes, un comité de pilotage et un groupe de personnes, tenez-vous bien, de plus de 40 personnes. Il y a 40 cadres qui travaillent aujourd'hui, depuis pratiquement presque un mois, en temps continu. Et on les isole. D'ailleurs, c'est une cellule spéciale. Oui, ils partent, par exemple, on les envoie dans un hôtel, ils restent 4-5 jours, ils ne voient pas leur famille, ils ne travaillent que sur ça. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire qu'il y a à peu près 60 personnes qui sont en réunion entre le siège de Naftal et le siège de Sonatrach dans différentes salles de réunion. 60 cadres qui travaillent uniquement sur les textes d'application et ce n'est pas terminé. On espère terminer peut-être d'ici la fin du mois d'août. On est déjà à la fin, début septembre, avec peut-être, disons, une quinzaine de textes qu'on va envoyer au secrétariat général du gouvernement, peut-être 15 autres au courant du mois d'octobre, et le reste d'ici la fin de l'année. Il faut absolument qu'on nous aurons plaisir à vous retrouver à ce moment-là pour faire le point sur le travail de ce super commando. Ah bon, voilà. A-t-on enfin résolu en haut lieu la question de l'exploitation ou non du gaz de schiste? D'ailleurs, contrairement à une idée reçue, je précise, il ne s'agit pas simplement de gaz, mais il y a le gaz et le pétrole. Bien sûr. Alors, on y va ou on n'y va pas? Attendez. Le gaz de schiste, vraiment, on est en train de, comment dirais-je, de trop fabuler dessus. Franchement. Faites-nous revenir sur Terre. Arrêtons avec la fable. Revenons sur Terre, exactement. Bon, le problème dans le monde entier, maintenant, c'est la sécurité énergétique qui est à la base de la préoccupation de tous les pays. La sécurité énergétique, c'est quoi? C'est disposer de l'énergie nécessaire au développement. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'électricité. L'avenir, c'est l'électricité d'ailleurs. Mais l'électricité, elle vient d'où? C'est de 2 choses l'une. Elle vient de ressources non renouvelables, c'est les hydrocarbures, ou alors de ressources renouvelables et dans le futur, de nouvelles ressources. Je peux citer l'hydrogène, l'hélium, etc. Bien. Donc aujourd'hui, c'est une formule, je dirais c'est une formule à plusieurs inconnus qu'il faut absolument résoudre. Et là, on ne peut la résoudre que si on dispose des ressources nécessaires. Nous, aujourd'hui, nous avons des hydrocarbures. Nous avons, je peux vous donner les chiffres, 2,7 milliards de tonnes, par exemple, d'hydrocarbures liquides. Ça, c'est des liquides, y compris les condensats, le GPL, etc. Nous avons aussi 2500 milliards de mètres cubes. Ça, c'est du sûr. Hein. C'est ce qui existe. C'est ce qui est, entre guillemets, recensé. Exact. Non, prouvé. C'est ce qui est prouvé, qui va être produit pendant les années qui vont venir. Bien. Ce n'est pas suffisant si on fait des calculs à partir de ça. D'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois, quand j'avais dit qu'il est possible qu'on réduise nos exportations, tout le monde a commencé à dire on réduit c'est-à-dire on ne va plus exporter à partir de 2025. Faux. Non. L'exportation, c'est une chose, mais la priorité, c'est la sécurité énergétique du pays. Interne. OK. Donc, c'est pour cela que le président de la République, il a pris quand même 3 décisions extrêmement importantes. La première, c'est la mise en place d'un nouveau ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. C'est pour accélérer la machine. Parce qu'il n'y a que ça, si on accélère, si on fait le maximum, qui peut nous éviter plus tard d'aller au gaz de schiste. Mais
Ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 15 ans. Ah, ça, je vous le garantis. Les hydrocarbures, on en aura encore besoin aussi bien pour l'électricité que pour d'autres activités. Bien. Il y a le ministère de la Transition énergétique. Il y a la deuxième action qu'il a prise, c'est le paquet, c'est-à-dire destiner la consommation ou favoriser ou prioriser la consommation énergétique vers l'agriculture et l'investissement. Aujourd'hui, la pression est faite sur Sonelgaz, par exemple, pour brancher, on raccorde les agriculteurs, les investisseurs, sans leur demander de payer à l'avance. Bah, sauf pour les dossiers qui sont, parce qu'il se peut qu'il y ait des investisseurs qui entendent, ils vont dire... Et j'ai ouï dire qu'il y avait aussi un échéancier qui était... Ah oui, on a un échéancier, j'ai ici l'échéancier, je peux vous donner même des chiffres. Hein. On est tenu de rendre compte, d'ailleurs, au Conseil du gouvernement, tous les mois sur ce qu'on a fait. Bon, il y a une pression sur Sonelgaz, et on ne peut pas faire autrement. Si on veut baisser le poids de la rente, si on veut créer de nouvelles richesses, de nouveaux emplois, et c'est de ça qu'a besoin le pays. Je comprends bien. C'est la solution. Je comprends bien, mais là, vous avez parlé de Sonelgaz, si on peut ouvrir une... Non, attendez, je continue sur ça pour oublier, parce que le gaz de schiste, c'est quoi le gaz? C'est vrai, il y a des réserves, il y a des ressources, elles sont certaines pratiquement. Aujourd'hui, Sonatrach, elle fait des évaluations du potentiel. On évalue le potentiel, c'est tout. On évalue les zones, la productivité, etc. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse par précaution. Parce que dans 10 ans, moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse effectivement assurer notre transition économique, etc. Donc, c'est par sécurité aussi. C'est pour prévenir à l'avenir, si jamais, d'ici 2030, l'équilibre ne va pas être fait entre transition, c'est-à-dire énergie renouvelable, économie d'énergie, nouvelles énergies aussi. S'il le faut, oui, s'il le faut, on ira à ce moment-là, on va recourir à... Mais ce n'est pas une rente. Le gaz de schiste n'est pas une rente. Le gaz de schiste, si jamais... C'est un appoint. C'est un appoint pour la sécurité énergétique au-delà de 10 ans. On l'a absolument bien compris. Voilà. Mais je disais Sonelgaz, ça tombe bien. Oui. Jusqu'à quand Sonelgaz sera dans le rouge? Parce qu'une ligne rouge aussi a été tracée sur la question des prix. Moi, je parle de vérité des prix. Des prix à la consommation. Dès qu'on dit augmentation des prix, il y a une levée de bouclier. En clair, de quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Écoutez, le niveau de vie ou le niveau des salaires des gens. Votre salaire ou peut-être celui du caméraman ou celui de votre secrétaire, etc. Il ne permet pas, en réalité, par exemple, de payer l'électricité et le gaz au même prix qu'ailleurs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le prix moyen du kilowattheure, je l'ai ici, c'est 4,02 dinars le kilowattheure. Voilà comment c'est vendu. Et c'est 0,34 dinars la thermie pour le gaz. C'est pratiquement même pas 20% des prix qui sont pratiqués ailleurs. Et l'électricité et le gaz sont vendus à perte. Il faut que les gens se rendent compte de cela. Mais attention, Sonelgaz est supporté par le Trésor public. Hein. Oui. Son déficit, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est le Trésor public qui doit soutenir Sonelgaz. Autrement dit, Sonelgaz, elle est déficitaire. Si je vous prends par exemple la SADEC, la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz, elle a déjà bouffé son capital. Elle est pratiquement, en principe, selon les... La clé sous le paillasson. Ah oui, mais bon, elle est à chaque fois renflouée par le Trésor. C'est l'État qui est en train de supporter la différence. Et il y a une partie aussi à supporter par Sonatrach, parce que Sonatrach, elle livre le gaz. Oui, d'accord, mais ça se gère combien de temps, cette situation d'équilibriste? Non, il y a un projet. Aujourd'hui, nous avons un projet qui va être introduit peut-être, je ne sais pas, d'ici la fin de l'année, ou ça dépend un petit peu du calendrier du gouvernement, pour revoir les tarifs. Mais revoir les tarifs, je le dis tout de suite, ça ne concerne pas le domestique. Ça ne concerne pas, par exemple, celui qui est dans un logement de 3 pièces. Les ménages. Les ménages, voilà, de façon générale. Non, ça, on ne peut pas. C'est simple, surtout avec la situation économique actuelle. Simplement, il y a d'autres consommateurs qui devraient payer l'électricité et le gaz beaucoup plus cher. J'ai toujours cité l'exemple d'un hôtel 5 étoiles.
Dans un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas n'importe qui va y aller dans le 5 étoiles. En général, c'est des gens qui sont pris en charge, c'est des hommes d'affaires, c'est des touristes de luxe, etc. Vous savez qui paye l'électricité et le gaz comme vous et moi? C'est une clientèle VIP qui paye, qui paye la même facture ça, que le petit ménage. Pour l'eau. D'accord. C'est pas normal. Et encore, je cite celui-là, mais je cite par exemple les complexes touristiques aussi. Bon, on veut faire du tourisme, il faut payer l'électricité, l'eau et le gaz au prix, un prix raisonnable. Je dirais pas au prix dirait pas un prix réel, mais un prix raisonnable. Ouais. C'est dans ce domaine-là qu'on va introduire, c'est-à-dire on va laisser les premières tranches qui concernent le domestique, les ménages, au même niveau, mais certaines tranches, c'est-à-dire au-delà de certaines tranches, le prix va être multiplié par 2 ou par 3. Je n'ai pas encore, le dossier n'est pas finalisé, mais il est presque prêt. C'est le deuxième point que nous inscrirons pour notre prochaine rencontre. Ça fait déjà un menu riche pour notre prochaine. Je reste un petit moment, si vous permettez, sur Sonelgaz. Sonelgaz, obligé de raccorder parfois des nids d'aigle, des zones à très faible densité humaine, mais à coût de raccordement élevé, pour ne pas dire salé, et défiant les lois économiques. Il n'y a vraiment pas d'autres solutions alternatives? Il y a d'autres solutions, on a étudié cela, le gouvernement a étudié cela, et de toute façon, les solutions qu'on va envisager, effectivement, par exemple, ça ne se fait pas, effectivement. Moi, ça fait longtemps que j'avais dit à un certain moment qu'il ne faut pas emmener, par exemple, du gaz naturel dans n'importe quel site, etc. On avait dit, tiens, il y a eu écrit, peut-être même dans votre journal, Attar contre les villageois ou je ne sais pas quoi. Alors que non, moi j'avais proposé d'autres solutions. C'est-à-dire au lieu d'emmener du gaz dans certains lieux très isolés. Et ça coûte énormément cher, hein, la canalisation. Quand vous avez par exemple une petite agglomération ou une ferme, c'est ce qu'on appelle les zones d'ombre surtout, et qui sont très loin. Mais au lieu d'emmener une conduite de gaz, on peut installer une citerne de propane. On fait de la propanisation. On peut même à la rigueur donner la priorité et instaurer, par exemple, installer un site d'approvisionnement en gaz butane pour les bouteilles, de façon à ce que les gens trouvent la bouteille sur place. Il ne doit pas descendre en ville pour acheter la bouteille. Ça, c'est des solutions qu'on doit mettre. Et c'est ce qu'on va faire. Par exemple, ça, c'est donc le propane. Les énergies renouvelables aussi. Vous me l'enlevez de la bouche. Eh oui. Les énergies renouvelables, et là, c'est pour ça qu'il y a un ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. D'ailleurs, il a déjà commencé à se réunir avec, par exemple, le ministère de l'Agriculture, et il va proposer aux agriculteurs, par exemple, des kits solaires, des kits, à condition que ça soit plus ou moins rentable. Ça va être supporté par l'État, par exemple, pour le pompage de l'eau, pour peut-être le chauffage des serres, pour juste la lumière, etc. Des kits solaires pour les périmètres agricoles qui sont très loin. Quand un périmètre est proche d'une ligne électrique ou d'un réseau de gaz, c'est-à-dire à 1 ou 2 kilomètres, il n'y a pas de problème. Ça, on privilégie cette solution parce que le kit solaire coûte cher aussi. Ça dépend du kit, mais c'est entre 40 et 60 millions. Hein. Il est amorti sur la durée. Oui, il est amorti sur la durée, mais de toute façon, l'agriculteur ou, par exemple, l'habitant dans une zone d'ombre, il ne peut pas supporter ce prix-là. Ce n'est pas possible. On ne va pas demander, par exemple, à une petite exploitation agricole, on va lui demander de payer son kit solaire à 40 millions. Ce n'est pas possible. C'est vraiment... Donc, il faut que ça... Et c'est l'État qui prend en charge. De toute façon, ce genre de... Les zones d'ombre, c'est la priorité du président de la République aussi. On a pratiquement, je peux vous donner même un chiffre, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a par exemple, en matière de zone d'ombre, il y a 9800 demandes de raccordement en électricité et 11 000 pour le gaz. Regardez, ça c'est uniquement l'énergie, sans compter les zones d'ombre au point de vue enseignement, route d'accès, je résume. Voilà. Donc, lumière, mais lumière intelligente sur ces zones d'ombre. Absolument. Mauvais jeu de mots, mais vous me le passerez. Oui. Pour toute politique, pas simplement énergétique, mais de manière générale, il y a l'un des atouts, c'est décrocher une crédibilité, obtenir une crédibilité. Un des signaux forts aux yeux de l'opinion aujourd'hui, en l'état actuel des choses, et surtout en l'état actuel du traumatisme qu'ont vécu les Algériens sur ces derniers mois,
Ça serait par exemple qu'un Cheikh Ibrahim soit devant la justice algérienne, présent physiquement aujourd'hui et répondant aux juges de sa gestion, par exemple de Sonatrach, et du secteur de l'énergie de manière générale. Est-ce que vous êtes partie civile? C'est une lacune chez moi, je voudrais que vous, dans cette affaire. Franchement, écoutez, ça c'est un dossier qui est en justice. Je ne dois pas me mêler. C'est difficile hein, parce que je risque peut-être de dire quelque chose qui va gêner la justice. Moi, je préfère le dossier en justice. Oui, je suis d'accord avec vous. Sur le principe, oui, la crédibilité, elle est extrêmement importante. Pas seulement au point de vue justice, mais même au point de vue, par exemple, de tout ce que le gouvernement est en train d'annoncer et la concrétisation sur le terrain. Et je peux vous assurer que il n'y a pas un seul conseil du gouvernement ou un seul conseil des ministres sans que le Premier ministre ou le Président de la République nous dise écoutez, il faut absolument qu'on soit crédible. Pour être crédible, il faut que les gens voient sur le terrain ce que nous avons promis. Sinon, c'est comme si voilà. Toujours au chapitre de la crédibilité, alors que vous étiez complètement retiré des affaires, vous n'étiez plus PDG de Sonatrach, plus ministre de l'hydraulique, des tentatives de manipulation et de trituration de la loi sur les hydrocarbures ont eu lieu à ce moment-là, à plusieurs reprises, hein, pas une seule fois. À quel moment précis? Votre expertise, parce que vous n'êtes pas dans la décision, mais vous êtes un expert en la matière. À quel moment votre expertise vous a fait dire, là, si ça passe en l'état, nous sommes foutus, le pays va courir à sa perte? La première fois, c'était en 2005. La première fois, c'était quand la nouvelle loi... en fait, c'était bien avant 2005. Hein, parce que, je vous le dis très franchement, à cette époque-là, le projet de loi qui était fait avant 2005, c'était pratiquement la livraison des ressources du pays à n'importe qui. Donc du pays. Ah oui, du pays, absolument. Je m'étais élevé, je peux même dire quelque chose. Je vous y invite. En 2001, je crois, en 2000 ou 2001, j'avais fait un article dans le journal L'Expression, si je me rappelle. Et j'avais critiqué énormément le projet de loi dès cette époque-là, les idées, les grandes idées. J'ai été sanctionné. Ah. Oui, parce que j'étais détaché. J'avais encore le salaire de Sonatrach. Donnez-nous des détails sur cette sanction. Oui, on m'a sanctionné, on m'a enlevé ma prime, parce que j'avais une prime en plus du salaire du base pendant 6 mois. C'était Cheikh Ibrahim qui m'avait sanctionné, parce que j'avais écrit des choses qui ne concordaient pas à ce qu'il voulait faire. Ça, c'était en 2000 ou 2001, je ne me rappelle pas, mais j'ai encore la copie de la sanction. Hein. J'ai reçu, vous êtes sanctionné pour avoir écrit un article dans tel ou tel journal. Voilà. Bon, bien. La loi est sortie en 2005. Heureusement, il faut le dire quand même que le président de la République de l'époque, hein, en 2006, et on a dû certainement lui tirer les oreilles ou attirer son attention, il a modifié la loi. Mais elle est restée quand même très, très négative. D'ailleurs, elle n'a rien rapporté. Absolument, depuis. Le ministre de l'Énergie en 2013, Yousfi, a essayé de redresser la barre. Il a fait une nouvelle loi, il a ouvert la porte, il a réduit la fiscalité, etc. Mais avec la crise en 2014, tout est pratiquement... Et la nouvelle loi, moi, je le dis, hein, très franchement, je n'étais pas d'accord pour qu'elle soit votée. Mais je n'étais pas d'accord parce que je disais qu'il fallait attendre un autre gouvernement. Bon, elle a été votée maintenant. Moi, je l'ai trouvée. Vous devez faire avec. Non, je dois faire avec et je dois absolument faire... Parce qu'elle dans son ensemble, elle est bonne. Hein. Elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative parce que... Mais à travers votre voix, on sent que ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, mais on va essayer de rattraper ça avec les textes d'application et avec surtout l'action sur le terrain. Parce que vous savez, finalement, une loi, ce n'est pas tout pour renouveler les réserves, pour augmenter le partenariat, etc. Ce n'est pas... Je dirais c'est même moins de 50%. Mais l'essentiel, c'est le terrain. Il faut lutter contre la bureaucratie. Il faut être transparent vis-à-vis des partenaires. Il faut essayer, c'est gagnant-gagnant. On ne peut pas faire le contrat. Le contrat de partenariat, il est extrêmement important. Et puis, disons, le comportement vis-à-vis des partenaires. Je retiens votre phrase, il faut aller sur le terrain. Vous déclarez le 19 juillet dernier, parce que vous êtes allé sur le terrain. Sonatrach doit revenir à ses métiers de base. Absolument. Et vous ajoutez
Je vous cite, « Sonatrach fait de tout et de rien et se mêle de choses qui ne la regardent pas. Ouais, ouais. C'est quoi ces choses, Ahmed Abba? Bon, c'est quoi ces choses? D'abord, Sonatrach, elle est trop sollicitée. Elle est trop sollicitée par tous les secteurs, depuis le secteur culturel, social, sportif. Sonatrach, c'est elle qui achète l'eau dessalée. Est-ce que c'est normal, ça? Je vous pose la question. Eh oui, oui. Il y a 11 stations de dessalement qui ont été... Bon, c'est vrai que ça a été financé par Sonatrach à l'époque, depuis 2005. Pourquoi? Parce que c'était la seule compagnie qui avait, en quelque sorte, les moyens financiers. Bon, le gouvernement a instruit Sonatrach pour qu'elle... c'est AEC, c'est algérienne... c'est une société mixte, le Hassol, pour faire les unités de dessalement. Et puis après ça, l'eau, Sonatrach achète l'eau. Et elle la revend à la CA, à l'ADE, en quelque sorte, à l'Algérienne des eaux, et elle la revend à perte par rapport. Bon, elle se fait rembourser quand même par le Trésor. Bien, elle se fait rembourser, hein, mais avec beaucoup de retard. C'est comme les textes d'application, ça voilà, voilà. Nous, c'est pire que les textes d'application. Donc, je sais qu'aujourd'hui... Mais ça, c'est pas son métier. C'est pas son métier. C'est pas son métier. Hein. Normalement, c'est le ministère des Ressources en eau. Je ne vous cache pas que quand j'étais ministre des Ressources en eau, en 2002, je voulais, en Conseil des ministres, j'avais demandé à ce que le ministère des Ressources en eau soit responsable du dessalement. Mais à l'époque, on m'a dit, écoutez, non, vous n'avez pas assez de cadre, vous n'avez pas d'argent, etc. Laissez Sonatrach se débrouiller. Bon, on a laissé Sonatrach se débrouiller. Et on en est là aujourd'hui. On en est là. L'un de vos credos, c'est le redéploiement à l'international. Mais vous, c'est un recentrage sur l'Afrique, sur notre continent que vous préconisez. Avec du recul, aujourd'hui, comment vous évaluez ces expéditions de Sonatrach dans des contrées parfois éloignées, peu connues par l'expertise algérienne, tentées par plusieurs de vos prédécesseurs? Je pense notamment à un exemple, celui du Pérou. Et sur le Pérou, je crois que vous étiez plutôt favorable. Non, attendez, le Pérou, moi, c'est pas moi qui... Non, mais d'un point de vue d'expertise. D'un point de vue, c'est vrai, on a participé, bon, on a gagné de l'argent quand même. Sonatrach a gagné. Oui, mais votre phrase, c'est le Pérou, c'est le seul investissement qui peut apporter des dividendes à Sonatrach. Exact, il a apporté des dividendes qui ont été réinvestis ailleurs d'ailleurs. Hein. D'accord. Donc, il a effectivement, c'est le seul projet qui a été positif jusqu'à aujourd'hui, au point de vue, c'est-à-dire production d'hydrocarbures, parce que là, on est associé sur un gisement de gaz en produit. Hein. Mais sur le reste, ça a été un casse-gueule? Non, ce n'est pas un casse-gueule. Vous savez, quand vous faites de la recherche, par exemple, on a fait de la recherche, par exemple, en Mauritanie. Sonatrach a travaillé en Mauritanie. Bon, oui, le résultat est négatif. On a investi des millions de dollars. On a travaillé en Libye aussi. Bon, en Libye, il y a eu une découverte, et puis après, la situation de la Libye, elle a complètement gelé. Tout est gelé, pratiquement. On n'a plus d'intérêt en Libye. Aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés. Il y a eu des opérations de rachat de certaines raffineries qui n'ont pas été reluisantes. Augusta, vous parlez. Augusta, oui. Augusta, moi-même, quand on m'avait présenté, quand on m'a informé sur le projet, on m'a dit, oui, voilà, on peut... c'est une bonne affaire, ça va réduire nos importations, on va pouvoir traiter le brut algérien, etc. Moi, j'ai dit, c'est une bonne affaire, ça. Ben oui. Mais finalement, le dossier est tout à fait autre aujourd'hui. Et d'ailleurs, le dossier est en justice et je préfère aussi ne pas... fidèle à votre démarche. Voilà. Ben oui, non, quand quelque chose est en justice, il ne faut pas... C'est une règle laisser prudentielle. La justice en parler. Mais je peux citer d'autres exemples. Quand j'étais à l'exploration, c'est moi qui ai introduit Sonatrach en Irak. J'avais négocié avec les Irakiens. On avait un gisement de 120 000 barils jour, le gisement de Touba, pratiquement entre nos mains, dès 1996, pratiquement. Je négociais un partenariat. Bon, et puis après, la situation en Irak, elle a été complètement... Elle a dégénéré avec les conflits régionaux. On a tout perdu, alors qu'on aurait pu faire beaucoup de choses en Irak. Bon, on a fait une découverte aussi au Mali. Enfin, une découverte. C'est ça, donc maintenant, vous êtes sur l'option, retournons un peu en Afrique. Voilà, ah oui, absolument, absolument. Là, on a laissé... Quelles sont les perspectives? Elles sont bonnes en principe. Il y a eu des découvertes de gaz extraordinaires. Hein. Et là, c'est là qu'on aurait pu, par exemple, Sonatrach a raté le coche de toute façon. Hein. On aurait dû être présent dans ces pays pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a du potentiel. Deuxièmement, parce que c'est du gaz.
Et il y a des projets de GNL là-bas. Donc c'est un compétiteur. Mais quand vous êtes présent, vous suivez. Vous faites en sorte que vous ne soyez pas en compétition avec ces régions-là. Mais maintenant, nous, on n'a rien. Au Mozambique, etc., ben, on n'a absolument rien. Et là, on a raté le coche. Donc, peut-être terrain à reconquérir. Absolument. Donc, il faut revenir à... Les métiers de base, c'est ça. C'est l'exploration, c'est la production, c'est le transport, c'est la commercialisation. Bien sûr, il y a la transformation, la pétrochimie, etc. Hein. C'est très important aussi pour valoriser. Bon, c'est ça, les métiers de base. 5 métiers de base de Sonatrach. On doit absolument renforcer la position de Sonatrach. C'est un petit peu mon objectif. Hein, c'est ça. Et en essayant petit à petit de se retirer de l'eau, de ceci, de cela, de tous les métiers qui ne sont pas les vôtres. Beaucoup. Ma dernière question, Ahmed Attar, ma dernière question, j'emprunte la fameuse formule de l'ex-star du foot, Gary Lineker, l'attaquant anglais. Il avait dit: le foot, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. L'OPEP, c'est des réunions sans fin et à la fin, c'est l'Arabie Saoudite qui décide. Non. Dites-moi pourquoi non. Non. Quand on dit... J'ai dit Arabie Saoudite avec un accent texan. Non. Écoutez, d'abord, l'Arabie Saoudite, c'est le plus gros producteur au sein de trucs. C'est normal. Donc, il y a aussi la Russie qui produit presque autant. L'Arabie Saoudite, elle pèse de tout son poids. Parce que, par exemple, quand on a décidé de réduire la production de l'OPEP de 23%, 23% de la production de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas les 23% de l'Algérie. Hein. Nous, on a baissé d'un peu plus de 200 000 barils chez pour descendre. Et eux, c'est 2 millions et quelques. Donc, c'est important, qu'on le veuille ou non. Et je peux vous dire que, par exemple, on a un comité, le JMMC, le Joint Ministerial Monitoring Committee, qui contrôle chaque mois la réduction de tous les pays. Et je peux vous dire que l'Arabie Saoudite, elle joue un rôle extrêmement important, parce que c'est lui qui réduit le plus. Donc, il tape sur la table et il dit, écoutez, bon, moi je réduis de 2 millions de barils et il faudrait quand même que tous les autres pays réduisent de 23%, parce qu'il y a des mauvais élèves hein, à l'intérieur de l'OPEP, et même non OPEP. Par exemple Les mauvais élèves, c'est le Nigeria, c'est le Gabon, c'est... Bon, à un certain moment, l'Irak, mais ils sont en train de se rattraper. De revenir dans le rang. Oui, mais c'est grâce à... Parce que l'Arabie Saoudite, quand elle dit, écoutez, vous réduisez, sinon, moi, si je ne réduis pas, eh bien, les prix, ils vont se... Donc, c'est pour ça que, bon, c'est vrai, elle a un rôle important, elle le joue parfaitement bien, et sincèrement, et je dis, moi, dans toutes les réunions auxquelles j'ai assisté jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 2 JMMC, parce que je suis président de l'OPEP. Hein. Oui, en exercice. Sincèrement, je dois reconnaître que le rôle de l'Arabie Saoudite et de la Russie aussi, qui franchement les respecte, et on en est à 95% aujourd'hui du respect du quota de... On a réduit quand même de 9,7 millions de barils depuis le 1er mai. Depuis le 1er août, c'est 7,7 millions de barils. Mais on en est à 95%. Donc, ce n'est pas 100%. Mais le mois passé, on était quand même à un peu plus de 100%. Je retiens que vous cassez aussi ce cliché d'une Arabie Saoudite hégémonique. Voilà. Bon. Maintenant, c'est vrai, on retient ça. Pourquoi? Parce qu'avant le 1er mai, quand il n'y a pas eu d'accord à un certain moment en avril, et l'Arabie Saoudite, elle a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, personne ne veut... me suivre pour réduire, etc., moi, je vais ouvrir les vannes. Je rentre chez moi et j'ouvre les vannes. Et elle a inondé le marché, et c'est ce qui a fait baisser le prix à pratiquement moins de $20 hein, à l'époque. Mais après, il y a eu un accord, l'Arabie Saoudite, elle le respecte, et je le reconnais, elle le respecte, et elle joue un rôle positif au sein de l'OPEP et non-OPEP. Avec la Russie. C'est acté. Ahmed Attar, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 11e numéro de LSA Direct. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné quand même la possibilité d'abord de vous revoir et de discuter. Mais c'est court, c'est trop court. Nous nous donnons rendez-vous avec l'arrivée des textes d'application et avec tous ces dossiers brûlants que vous nous avez annoncés aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Merci. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci d'avoir été fidèles à LSA Direct, l'émission d'actualité du Soir d'Algérie. Je vous retrouve la semaine prochaine.
Notez bien le rendez-vous LSA Direct, c'est tous les dimanches à 10 h. Et si c'est avec les mesures barrières et les règles de distanciation sociale, ça sera encore mieux.